passer au premier atelier, qui est la donnée source de déplacement optimisée. Donc, nous aurons Vincent Leblond, qui est le CEO d'une entreprise qui s'appelle Telae, qui fait du traitement de données, du dashboard et de la prise de décision, des outils de prise de décision. Et Olivier Deschazeaux, qui est cofondateur de Zenbus. Zenbus étant une entreprise qui s'occupe de systèmes d'information voyageurs et de gestion des transports en commun, mais pas que, mais principalement. Donc, on va passer la parole à Vincent, donc lui qui va rentrer dans l'épineux sujet et le beau sujet de comment la data, l'IA, contribue à créer des outils de prise de décision. Bonjour. Merci pour les interventions juste avant. Je vais essayer du coup de faire le lien pour pas être trop redondant et présenter ce qu'on fait et comment on se positionne dans cette chaîne de valeur autour de la donnée et de l'aide à la décision sur les problématiques de mobilité. Donc déjà, je me présente, comme disait Isabelle, je suis le dirigeant d'une petite société nantaise qui s'appelle Telae. Alors Telae, c'est quoi? En fait, aujourd'hui, on est un cabinet de conseil innovant spécialisé dans les problématiques de mobilité, de transport et de mobilité aussi avec un S, ça marche aussi. Notre objectif, c'est d'éclairer les décisions stratégiques et opérationnelles, c'est-à-dire du coup avoir une vision assez large de la ville et de sa planification et de son analyse des besoins de mobilité, mais aussi descendre à l'échelle très opérationnelle, d'optimiser un service de mobilité, d'optimiser une organisation de fonctionnement d'un service de mobilité. En fait, au départ, nous, on est vraiment parti de l'observation des nouvelles mobilités qui émergeaient il y a quelques années, qui sont aussi quand même, dans certains cas, encore en émergence, mais comme ils existent depuis un moment, mais de façon très parcellaire. Voilà, parce que c'est l'émergence, en tout cas, qui arrivent et qui ont des modes de gestion, des particularités qui font que les outils d'aide à la décision qu'on utilise depuis un certain nombre d'années, depuis même beaucoup d'années, nous semblent peu adaptés, voire pas adaptés. Et c'est aussi le constat qu'on a pu faire avec des cabinets d'études, des grands cabinets d'études avec qui on échange, et les collectivités sur des besoins autour de ces nouvelles questions. Alors aujourd'hui, nous, on adresse des questions de cas d'usage autour du transport public, du covoiturage, des vélos en libre-service et de manière générale sur l'analyse de la mobilité. Alors, nous, on est parti vraiment d'un constat, et puis un constat que je voudrais rappeler, c'est sur les enjeux de mobilité. Il y a pas mal de sujets qui ont émergé ces dernières années, pas seulement par le contexte qu'on vit actuellement depuis bientôt 2 ans, mais la mobilité bouge et les enjeux, les besoins évoluent fortement. On met en avant quand même des enjeux économiques parce qu'il faut pouvoir financer les services de mobilité. La mobilité, c'est un vecteur du développement économique d'un territoire. On parle beaucoup d'environnement et c'est très important. La mobilité et les systèmes de transport sont au cœur des enjeux environnementaux. Donc forcément, on doit s'y intéresser. Et il y a aussi, on l'oublie parfois un peu trop, parce que c'est souvent en dehors des villes, c'est l'enjeu social, c'est l'enjeu d'accessibilité à des lieux d'emploi, à des lieux de formation, à des lieux de santé, quel que soit l'âge des individus, pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer de façon autonome ou des personnes qui n'ont pas accès à un véhicule particulier. Ça amène beaucoup d'autres questions, finalement, et de besoins, finalement, de réduction de la voiture solo, créer de la mobilité plus courante. Pendant pas mal d'années, on parlait de la mobilité du dernier kilomètre. On parle aussi de la ville du quart d'heure. Comment, à l'échelle d'une ville, on fonctionne sur un plus petit périmètre, à l'échelle d'un quartier. Qu'est-ce que ça change en termes de mobilité? Voilà, plein de questionnements très importants au cœur de l'actualité, d'autant plus en année présidentielle. Qui pour nous, on se positionne là-dessus comme plutôt un acteur pour aider à l'aide à la décision, pour outiller les acteurs qui prennent des décisions ou qui conseillent sur la prise de décision. Donc on constate vraiment que les outils qu'on a aujourd'hui, ils sont très bien adaptés à un grand nombre de problématiques qu'on avait jusqu'à présent, et que les problématiques, elles évoluent, et que pour le coup, il faut que les outils évoluent, et on a la chance que les approches scientifiques évoluent ou finalement bénéficient d'évolution. Elles n'ont pas forcément toutes complètement évolué, comme l'a très bien dit Guillaume, il y a des éléments méthodologiques d'intelligence artificielle qui existent depuis très longtemps, mais on a la chance qu'aujourd'hui, on a gagné en puissance de calcul, on a gagné en
quantité de données, en précision sur ces données, ce qui ouvre complètement de belles perspectives pour améliorer l'aide à la décision, pour que nos élus soient outillés, pour que nos opérateurs puissent aussi optimiser leurs services au regard des besoins des administrés. Donc ces outils, pour nous, ils doivent déjà avoir de la pédagogie. C'est très important quand on fait de l'aide à la décision. Et je rebondis encore une fois sur la présentation de Guillaume. C'est vrai que dans le machine learning et dans le deep learning d'autant plus, on a des approches très, très boîte noire. Et la pédagogie est importante. Et on le voit s'il y a commence à avoir une émergence de réflexion autour de l'hybridation de l'IA, de façon à la rendre plus transparente, ils mettent de la dose de métier dedans et que tout le monde puisse se l'approprier pour qu'effectivement elle se diffuse et que tout le monde puisse en bénéficier, quoi. Donc qu'il y ait un vrai bénéfice pour les territoires. Aussi que ces outils soient polyvalents et qu'ils ne soient pas rigides sur des approches et sur des types de services de mobilité qu'ils peuvent traiter. D'autant plus qu'en ce moment, on ne manque pas d'imagination pour imaginer des nouveaux services de mobilité. Et pour nous, ça, c'est un point important parce qu'on se pose vraiment la question. Et le positionnement, nous, c'est d'évaluer des services de mobilité. On n'est pas vraiment dans l'infrastructure, ce qu'on a fait pendant longtemps, de dire, voilà, il y a des tuyaux qu'on fait passer, on va passer des trains. Et voilà, on a accepté qu'on a des ressources limitées. On ne va pas investir à tout va sur des infrastructures, mais comment on en tire profit, comment on l'exploite au mieux et comment on définit des services et que ces services, et là je rebondis sur mon dernier point, qui est les individus, comment ces services sont les plus adaptés aux besoins des individus, besoins qui sont d'autant plus variés que ces dernières dizaines d'années. Finalement, il y a énormément de variétés de besoins d'individus. On n'est vraiment plus dans le domicile-travail, d'autant plus quand on a du télétravail. Le domicile-travail, c'est plus le cœur des déplacements quotidiens, ça en fait partie, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses aussi. Et ça, c'est très important, et chaque individu se déplace de façon très différente. Ça évolue en fonction des âges, ça évolue en fonction des lieux d'habitation. C'est assez important de le prendre en compte, vraiment les spécificités. Alors, nous, aujourd'hui, on cherche du coup à répondre à plusieurs questions par cet outil de décision. C'est analyser, comprendre la mobilité d'un territoire. C'est vraiment être en capacité d'observer et de se dire, mais comment est ce territoire, comment les individus se déplacent de façon très détaillée, et comment sont les réseaux de transport, et de façon plus large, même les systèmes de mobilité qu'il peut y avoir sur ce territoire. Après, c'est imaginer. On veut aller vraiment vers l'imaginer, évaluer, concevoir de nouveaux services de mobilité. On veut faire évoluer. Et là, on va vers la scénarisation, la simulation dont je parlais. Finalement, ce qu'on veut aller, nous, c'est voilà, ce qu'on développe, c'est de la simulation. On parle de l'observation et on va jusqu'à simuler des changements par rapport à l'existant. On introduit des nouveaux services virtuellement et on évalue les bénéfices pour les besoins des individus qui se déplacent et les coûts pour un opérateur ou pour une collectivité et les contraintes d'organisation qu'il peut y avoir. Donc, au final, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment, comme je disais, éclairer les décisions stratégiques et opérationnelles à ces deux échelles, parce qu'il y a différents temps de réflexion et différents acteurs qui travaillent autour de la ville et qu'on a besoin de pouvoir éclairer ces différents éléments. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on a autour de la donnée, c'est une plateforme qu'on est en train de mettre en place qui, comme je disais, qui vise déjà à faire un diagnostic, comprendre ce qui se passe sur une ville et qui vise sur un territoire, pas seulement une ville, à observer les flux de déplacement. Alors pour nous, observer les flux de déplacement, c'est déjà pouvoir représenter des bases de données qui peuvent être disponibles en open data, des bases de données qui peuvent être issues de collecte de données issues d'enquêtes, mais aussi, et c'était intéressant la petite slide de Gabriel sur Replica, on travaille aussi sur ces approches de fusion de données multisources de façon à avoir une connaissance très fine, très détaillée et très fraîche de la mobilité. Et la nécessité d'avoir des données fraîches est encore plus prégnante dans un contexte comme celui qu'on vit aujourd'hui, où quand on échange avec des collectivités, des opérateurs, ils ont plus envie de savoir ce qui s'est passé il y a 2 ans, mais ils ont envie de savoir un peu ce qui se passe aujourd'hui en termes de mobilité. Et qu'on a besoin aussi d'avoir des choses très détaillées. Nous, finalement, c'est pas tant au départ pas une lubie d'avoir une connaissance détaillée, mais c'est parce que nos outils de simulation et nos approches sont très gourmands en données très détaillées, ont besoin de descendre à une échelle spatiale et temporelle très très fine, quoi. Après, notre deuxième partie, donc c'est le pendant des flux, quoi, et de la mobilité des individus, c'est les réseaux, les offres de mobilité, les services
c'est visualiser les réseaux. Là aussi, on se nourrit grandement, on cherche à exploiter autant que possible les données qui sont disponibles en open data. Là, c'est vrai qu'il y a une grande richesse de données open data liées à transport.gouv.fr et tout ce que les villes, depuis déjà longtemps, commençaient à mettre à diffuser. Et je pense que c'était parmi les données qui peut-être les plus riches qui ont pu être diffusées, notamment autour des réseaux de transport public. Et on le voit, ben, il y a le covoiturage pour lequel il y a des données qui se diffusent d'autant plus. Et autour du vélo aussi, il y a pas mal de choses. Et puis, il y a de manière générale tout ce qui est autour d'OpenStreetMap qui est aussi extrêmement riche, dont on se nourrit énormément, en fait. Alors après, nous, ce vers quoi, c'est la simulation. La simulation, là, ça va être vraiment évaluer des scénarios par de la simulation numérique. Et là, ça va être un peu en rupture. On ne fait pas du tout de l'IA dans le sens machine learning, deep learning. À ce niveau-là de la simulation. On en fait plutôt quand on travaille sur les flux de déplacement. Mais à ce niveau-là, on est plutôt dans ce qu'on appelle de la simulation multi-agent. C'est-à-dire qu'on travaille à des échelles où on reproduit le comportement des individus, on les reproduit de façon autonome, et on considère qu'un individu va avoir des règles de vie dans un territoire. On fait des jumeaux, en quelque sorte des jumeaux numériques. Tout dépend comment on est souple sur la définition de jumeaux numériques, mais je m'autorise au niveau du territoire de dire qu'on a en quelque sorte un jumeau numérique. Il n'est pas alimenté en temps réel, mais ça revient à un jumeau numérique, dans lequel on fait vivre de façon très précise des individus qui se déplacent, des services de mobilité. On les fait interagir, aussi un opérateur qui gère son service de mobilité, et tout le monde qui interagit, et on voit les bénéfices pour chacun, les coûts, etc. Et ça, je vais vous donner un exemple juste après. Alors, donc, si on est par exemple sur les flux, voilà, par exemple, on se dit on va représenter les flux et donner la possibilité de visualiser ces flux, de les analyser de façon à pouvoir explorer facilement, bien comprendre le territoire, sélectionner des typologies de flux. Voilà, par exemple, sur cet exemple, il y a des catégories socio-professionnelles, les modes de déplacement, il peut y avoir d'autres typologies d'attributs et pouvoir zoomer après sur un territoire pour mieux se rendre compte des types de déplacements qu'il peut y avoir à une échelle fine ou une échelle très macroscopique. Là, pour l'exemple, j'avais pris des flux de domicile-travail autour de Laval, où on aurait tous aimé être aujourd'hui. Alors après aussi, en termes de réseau de transport, nous on va travailler voilà, sur l'analyse du réseau, par exemple ici du réseau de transport public, offrir la possibilité de visualiser des données qui sont une donnée assez cœur dans les transports publics, qui sont les données dites GTFS, qui nous donnent les tables horaires dites théoriques. Et je pense que Zenbus, juste après, Olivier nous parlera de ce qui se passe vraiment dans la vie d'un réseau. Et donc là, on regarde vraiment l'analyse des temps de parcours d'une ligne de bus, ses fréquences, ses intervalles, ses plages de service, ses kilomètres parcourus, pour bien comprendre l'état du réseau de transport public et l'état de ce qu'on va alimenter, finalement, ce qui va alimenter nos simulations. Alors maintenant, je vais vous donner 3 exemples de simulations à partir desquelles on parle effectivement de données de flux qu'on reconstruit de façon très très détaillée. Et quand je dis très détaillé, ça veut dire qu'un départ d'un individu, il parle à la seconde, quoi. On lui donne une seconde de départ. Sa localisation spatiale, ça va être des coordonnées longitude-latitude, en origine, et même chose en destination. Après, il peut avoir des caractéristiques personnelles, et ça dépend de chaque typologie de modèle qu'on a envie de mettre en place. Et ça va être notamment le motif de déplacement, son âge ou sa CSP, par exemple, ça va être des éléments très pertinents. Alors, si je le lance, ça va être plus sympa. Donc là, j'illustre sur Nantes une expérimentation de simulation du système de vélo en libre service, qui est l'équivalent le système Biclou qui existe aujourd'hui pour ceux qui l'empruntaient. C'est l'équivalent de Vélib à Paris. Je crois qu'il y a un système analogue à Laval. Mais oui, il y a un système analogue à Laval qui est un système basé sur des stations. Donc, un individu vient chercher un vélo à une station, en prend un, va le déposer à une autre station, ou revient, il peut très bien revenir à la même d'ailleurs, et tous les individus interagissent. Il peut y avoir des problèmes de manque de vélo à certains endroits, ou de saturation d'une station. C'est pour ça qu'on voit un petit camion qui se déplace, si vous l'avez repéré, qui est au nord de Nantes, là, qui est en train de relocaliser, qui est l'opérateur qui relocalise des vélos de façon à améliorer la qualité de service et éviter des pénuries ou des saturations. Donc ça, finalement, la simulation, elle fait quoi? Elle permet, voilà, là, c'est l'illustration un peu pédagogique, mais après, derrière, c'est plein d'indicateurs qui permettent de mieux comprendre ce que font les individus. Donc, par exemple, observer le nombre d'individus qui n'ont pas pu avoir un vélo, ou le nombre d'individus qui ont dû attendre pour prendre un vélo.
ou les kilomètres parcourus, etc. Et aussi au niveau de l'opérateur, ses coûts de fonctionnement. Ici, je parlais plutôt covoiturage. Donc, un travail qu'on a mené avec les Rennes Métropole dans le cadre d'un projet d'expérimentation. Donc ici, on expérimente une ligne de covoiturage. Donc on voit la métropole. Alors, on simule à la fois le réseau de transport public, puisque là, en fait, on a simulé un service qui est en interconnexion avec le réseau de transport public. Donc on voit la ligne de covoiturage que vous aurez deviné avec les véhicules en rouge ou en gris. En rouge quand ils sont occupés par un passager et en gris quand ils n'ont pas de passager. Donc on voit le fonctionnement en ligne. Et là, pareil, on va pouvoir évaluer le service, voir l'attractivité, sachant que là, on est plutôt dans un système plus incertain dans l'attractivité, mais on va pouvoir comparer des configurations de services et des localisations d'un tel service de mise en place pour voir quelle priorisation la collectivité peut mettre en premier lieu, quoi. Sur quel projet dans un premier temps. Et je vais finir par une autre expérimentation. Ici, on est sur si ça veut bien se lancer, sur du transport allemande. Et la vidéo a beaucoup plus de mal à se lancer. Je vais lancer. Est-ce que ça marche mieux? Ah, ça marche mieux. Ici, en transport à la demande, donc du transport à la demande, on va avoir un service. Donc, on a encore le réseau de transport public. Là, on est au sud-ouest de Nantes, à Bouaye, dans le périurbain, en interconnexion avec le réseau ferroviaire ici, en noir. Donc, on a un train ici. Et dans la zone violette, violet-rose, un service de transport à la demande avec quelques véhicules qui vont aller emmener les individus en rabattement, les individus de cette commune, en rabattement sur la gare. Donc aujourd'hui, ça c'est un service qui n'existe pas. Donc nous, on a imaginé et essayé d'évaluer quels seraient les coûts, les bénéfices pour les individus. Et de la même manière, pour le covoiturage, la ligne imaginée, c'est une ligne qui n'existe pas du tout. Donc ça permet en simulation d'évaluer des scénarios qui n'existent pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur de la donnée existante déjà, et on reconstruit en reproduisant les comportements des individus à une échelle très détaillée. On imagine de nouveaux services de mobilité. Je crois que j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, merci. Ça illustre parfaitement les propos précédents sur à quoi ça sert, comment on fait et à quoi ça sert. Et on voit bien que, et pour une collectivité qui veut à la fois évaluer, planifier des services, et ce que tu disais, utiliser au mieux ces infrastructures, c'est extrêmement utile. Mais effectivement, c'est extrêmement utile aussi probablement pour une entreprise qui souhaite évaluer son service et anticiper différents scénarios. Il y a deux questions pour toi. J'ai envie qu'on enchaîne les interventions parce qu'il peut éventuellement y avoir des questions concomitantes et vous y répondrez tous les deux. Donc, on va passer la parole à Olivier Deschazot, donc de Zenbus, qui va faire un focus opérateur. Merci Olivier. Et merci Vincent. Bonjour à tous, merci Isabelle, merci aussi Guillaume, Gabriel et Vincent pour vos interventions. Donc, je suis cofondateur de Zenbus, qui est une société nantaise qui a une dizaine d'années, qui travaille au service des transports collectifs. Donc, nous aidons les réseaux de transports collectifs à produire et à diffuser de la donnée de qualité. Donc, nous sommes payés par les collectivités et ou les exploitants pour produire et mettre à disposition via des API nos propres interfaces de la donnée, principalement relative à l'offre de transport. Nous travaillons aujourd'hui avec un peu plus de 200 réseaux de transport et donc j'interviens au titre de l'expérience que j'ai, notamment des relations quotidiennes depuis quelques années que toute l'équipe Zenbus a avec les autorités organisatrices de mobilité, les exploitants et puis on va dire l'écosystème de la mobilité en général, notamment les réutilisateurs de données ouvertes. Alors, ce que je vous propose, c'est 3 points rapides dans les 15 minutes dédiées. Un premier rappel un peu synthétique qui va faire écho aux présentations passées. Quels enjeux données transport collectif? Ensuite, s'intéresser très concrètement à l'état des lieux de l'ouverture des données transport sur les transports collectifs. Le transport DataGouv a déjà été évoqué précédemment. On va prendre l'angle transport collectif. Et enfin, un focus sur, très concrètement, ce que nous, Zenbus, on apporte à des réseaux de transport collectif, en l'occurrence de l'Ouest. Alors, petit rappel, donc de quoi parlons-nous? Déjà, Guillaume l'a évoqué, hein, les données, il y en a foison quand on parle de transport. On va, là, je vais me focaliser sur l'offre commerciale, parce que
le sujet, c'est l'impact de données sur des déplacements optimisés. Donc, on va dire que ça touche davantage aux données relatives à l'offre que celles relatives, par exemple, au véhicule ou au conducteur. Ensuite, un point d'attention, c'est les transports collectifs. En fait, c'est un monde très vaste, très hétérogène. Alors, Zenbus ne s'occupe pas, à ce stade en tout cas, ni d'aérien ni de ferroviaire. Donc, on se limite au reste, c'est-à-dire principalement du transport collectif routier. Donc, transport collectif, c'est un monde vaste. Et donc, même si on se limite à ce que fait Zenbus, on touche à du bus, on touche à du car, on touche à du tram, on touche à du transport fluvial ou maritime. Il y a des fonctionnements différents. Il y a des réseaux qui fonctionnent en fréquence, d'autres en horaire. Il y a des réseaux qui ont des conducteurs, d'autres qui maintenant sont appuyés sur des véhicules autonomes. Techniquement, il y a des lignes qui sont des lignes droites ou il y en a qui sont des boucles. Et puis, en termes de typologie, on a des réseaux réguliers urbains, interurbains, scolaires, et puis on a aussi des réseaux de transport collectif éphémères. Je pense à des réseaux saisonniers, les stations de ski, les stations balnéaires. Je pense à des réseaux événementiels. Voilà, quelquefois, on a une offre de transport très provisoire, quelquefois même de quelques heures, et pour autant qui peut être dimensionné. Je pense aux Jeux Olympiques prochains, ça va être une durée assez éphémère, et pour autant une offre de transport très conséquente avec plusieurs centaines de véhicules. Et des réseaux éphémères, c'est aussi des réseaux de substitution. Vous savez, quelquefois, par exemple, des modes lourds s'arrêtent et sont remplacés par du bus, et ces substitutions constituent une offre de transport, quelquefois planifiée, quelquefois totalement inopinée, avec donc des réalités différentes. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, de fait, on imagine bien que la gestion de la donnée propre à ces réseaux est particulière. La manière de la structurer, la manière de la présenter aux utilisateurs, la manière dont elle va être créée, dont elle va être maintenue, et même les algos qui tournent sur cette donnée de prédiction, les algos statistiques, tout ça peut être lié à cette variété. Et enfin, de quelle offre parle-t-on? Parce que offre commerciale, c'est une chose, mais en fait, il y a plusieurs offres commerciales. Et notamment, on peut distinguer une offre commerciale théorique, c'est-à-dire ce sur quoi s'engage l'exploitant et qui va donc être pour le voyageur un moyen de s'organiser de manière planifiée. Il y a l'offre commerciale temps réel, c'est-à-dire à l'instant T, quelle est l'offre accessible pour me déplacer? Et puis, il y a l'offre commerciale réalisée, qui d'ailleurs peut être un peu ambiguë, parce que ça peut être à la fois ce qui s'est réalisé vraiment, ou bien qu'au travers de l'information voyageur, chacun pouvait penser comme étant en train d'être réalisé. Alors, on va être très concret. L'offre commerciale d'un point de vue voyageur, voilà, c'est à la fois caricatural, mais c'est réel. J'ai pris ça dans des tweets. Donc, on peut être confronté à ça quand on est voyageur. Et ça pose plusieurs sujets. Il y a un sujet qui vient tout de suite, c'est l'accessibilité de l'offre. Comment est-on au courant de l'offre à disposition? Il y a un sujet de lisibilité, pas forcément évident d'avoir une offre compréhensible. Et puis, il y a un sujet de cohérence, d'homogénéité, parce que, évidemment, l'offre n'est pas accessible qu'en support physique. De plus en plus, on a des supports numériques, on est en multicanal. Comment fait-on pour avoir une donnée qui soit cohérente, sous peine d'être très déstabilisant pour l'utilisateur final, et comment fait-on pour que cette donnée soit maintenue en parallèle sur l'ensemble de ces supports? Parce que voilà, la conséquence, c'est si l'offre commerciale à disposition n'est pas ni accessible, ni lisible, ni fiable, on peut avoir des grosses déconvenues, une forte déceptivité, et en définitive, avoir, en tout cas pour ceux qui en ont le luxe, entre guillemets, un report modal du transport collectif vers d'autres modes, notamment la voiture. Je le rappelle, ça vous surprendra, je pense, assez peu, mais un sondage qui est paru il y a quelques mois mettait en avant près de 40% des sondés qui disaient vouloir des informations en temps réel sur les horaires. C'était une de leurs priorités, alors même que c'était un sondage passé auprès des franciliens qui sont plutôt mieux lotis que d'autres. Donc, on voit bien que c'est évidemment un sujet prioritaire pour l'optimisation des déplacements que d'avoir une donnée à disposition de qualité. Plus largement, la donnée pour des déplacements optimisés, oui, c'est l'information voyageur, c'est aussi par rebond la capacité du réseau à pouvoir répondre aux réclamations ou aux questions des voyageurs. Rappelons qu'une des spécificités du transport collectif routier, c'est de partager l'infrastructure avec d'autres modes. Ça veut dire d'être tributaire de travaux d'embouteillage indépendants de la volonté de l'exploitant. Donc c'est important évidemment de pouvoir faire des réponses factuelles. Ce sont des données aussi qui doivent être à disposition du personnel d'exploitation, conducteurs, superviseurs, régulateurs. Je prends le cas des conducteurs. Vous savez, aujourd'hui, il y a une pénurie de conducteurs. C'est compliqué. Il y a une valse des conducteurs. Quelquefois, le conducteur prend de manière inopinée un service. C'est évidemment crucial qu'il sache lui-même quelle est l'offre qu'il va devoir respecter pour arriver à la respecter.
Enfin, la donnée, ça peut servir évidemment à analyser, améliorer l'offre, et ça peut servir à instaurer un dialogue factuel entre l'exploitant et la collectivité. Je précise, ça semble évident, ça a déjà été dit précédemment, mais c'est complètement stérile de s'appuyer sur une donnée si elle ne dispose pas de certaines caractéristiques. La fiabilité, on peut mettre beaucoup de choses derrière, mais notre expérience, c'est par exemple, les réseaux de transport ont besoin d'un référentiel théorique fiable. Un exemple tout bête, la position d'un arrêt, ce n'est pas la même chose si c'est au mètre près ou à plusieurs dizaines de mètres près. Ça a des conséquences sur la qualité de l'information voyageur, mais aussi, par exemple, sur l'analyse de ponctualité de passage à l'arrêt. La fiabilité, c'est aussi une fiabilité temporelle, parce que offre commerciale temps réel, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et ce n'est pas pareil si on est en temps réel à la seconde, comme on s'efforce de l'être avec Zenbus, ou à quelques minutes près. Standardiser, c'est évidemment vital à l'heure du développement de la multimodalité et donc du foisonnement d'acteurs que de parler la même langue et donc d'être en capacité de produire de la donnée standard. Aujourd'hui, vous savez peut-être, dans le transport collectif, il y a des standards qui ont émergé depuis quelques années, à la fois pour décrire une offre théorique et décrire une offre dynamique. Donc, il y a un peu les standards nord-américains avec le GTFS et GTFS-RT. Il y a les standards ou les specs européennes avec Netex et Siri. C'est essentiel de répondre à au moins l'une et ou l'autre. Et enfin, ouvrable, qui est évidemment lié au point précédent, à la standardisation, mais ouvrable, c'est plus au sens informatique. C'est-à-dire que les systèmes détenteurs des données doivent être en capacité de les ouvrir via des API en utilisant des technologies informatiques standards, mais doivent être aussi capables de les ouvrir sans coût prohibitif et aussi sans être victimes de leur succès, c'est-à-dire avec une capacité de scalabilité. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, état des lieux de l'ouverture. Je vais me servir de Transport Data Gouv qui a été évoqué précédemment, qui, tout ça c'est public, qui se charge de l'ouverture des données et qui notamment a des indicateurs temps réel de où on en est. Cette carte est intéressante. Ça montre que les données théoriques sont dorénavant majoritairement ouvertes, donc les données d'offres commerciales théoriques de réseau de transport collectif français. Un point intéressant, c'est que là, ça ne parle pas du nombre de jeux, mais plutôt de la qualité de ces jeux. Et donc, ça doit nous éclairer sur le fait qu'il faut bien dissocier la capacité à répondre à un standard, en l'occurrence être en GTFS, et la capacité à avoir des données de qualité. On peut très bien parler une langue, mais faire des fautes d'orthographe. La carte d'après, c'est les jeux disponibles dynamiques. Vous voyez qu'il y a nettement moins de bons élèves, une soixantaine d'AOM, alors même que la loi d'orientation des mobilités stipule que depuis le 1er décembre 2021, tous les jeux doivent être ouverts. Alors, nous, ça nous tient à cœur depuis l'origine de l'aventure d'être au service de l'ensemble des réseaux pour leur permettre de publier leurs données statiques, mais surtout dynamiques. Donc, on en publie aujourd'hui plus des 2/3 de ces 65. Et de fait, ça nous met en contact avec un certain nombre de réutilisateurs. Donc, vous le voyez, réutilisateurs, je ne les ai pas tous mis. Petit clin d'œil à Vincent qui vient de s'exprimer parce que oui, Telae, comme d'autres, peuvent utiliser les données mises à disposition pour faire des analyses. Gabriel l'a rappelé, c'est évidemment essentiel d'ouvrir ces données. Et vous voyez aussi, là, dans les réutilisateurs, tout un tas d'acteurs du MaaS, donc qui ont soit des modèles B2C, soit B2B, mais qui vont être en fait en interface directe avec le voyageur final. Et c'est évidemment crucial de se rappeler que ces acteurs-là ne produisent pas de données. Et donc, ce qu'ils diffusent, les calculateurs multimodaux qu'ils proposent, utilisent des données qu'ils n'ont ou qu'ils n'ont pas à disposition. Alors, West Data Focus, donc je fais un focus sur le lieu où nous ne sommes pas, où nous sommes virtuellement. Donc, autour de Laval, je me suis dit, bon, c'est intéressant de prendre des exemples incarnés. Alors, je précise que Zenbus travaille avec des très gros réseaux, de plusieurs centaines de véhicules, urbains, interurbains, scolaires, mais ça nous tient à cœur aussi de travailler avec les petits, qui jusque-là, il faut bien le dire, étaient totalement dépourvus d'outils numériques. Donc, vous voyez sur la carte Châteaubriand, Mayenne, Granville, et puis un réseau un peu atypique qui est le réseau des 24 heures du Mans. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Déjà, Vincent l'a évoqué, le GTFS, c'est essentiel d'avoir un GTFS de qualité. Donc, on les aide à produire, ou la plupart du temps, il y a quand même quelque chose qui existe, à mettre en qualité un GTFS. Donc, mettre en qualité, c'est par exemple repositionner les arrêts, et ça peut être aussi tracer ce qu'on appelle les shapes dans le GTFS, c'est-à-dire quelle est la route qu'emprunte le véhicule. Parce que dans la majorité des GTFS français, c'est du vectoriel. Donc, ça trace, ça relie les arrêts avec une ligne directe, ce qui évidemment empêche tout un tas d'analyses intéressantes liées à la voirie.
Donc on le fait, ça c'est Mayenne, mais on le fait aussi pour un réseau éphémère comme les 24 heures du Mans, parce qu'après tout, le réseau a beau être éphémère, c'est important au moment où l'offre commerciale est active, qu'elle puisse partager ses données avec d'autres et donc permettre une multimodalité. Alors ensuite, sans rentrer dans le détail, tout un tas d'interfaces qu'on met à disposition, en l'occurrence de Lisieux, de Châteaubriand et d'autres, pour répondre aux enjeux précédemment évoqués, de reporting, dialogue factuel entre la collectivité et ses exploitants, d'aide à la régulation en temps réel, d'analyse de la ponctualité, de réponse à des réclamations. Et je vais terminer plus avec une vision voyageur. Donc ici, on est sur le réseau de Granville. Si je suis Grandvillais, que je veux utiliser mon réseau Neva, je peux soit utiliser ma plateforme MAS de préférence, qui elle-même, vous l'avez compris, va utiliser les données ouvertes et donc va utiliser le PAN et les données dynamiques Zenbus de Granville, ou je peux utiliser l'interface Zenbus. Certains préfèrent notre interface parce qu'on a une spécificité, c'est d'afficher le bus à la seconde. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les usages. Donc en l'occurrence, ça c'est une segmentation des usages, c'est-à-dire c'est ni les usages API, donc ni les usages indirects sur des acteurs du MAS, ni les usages Zenbus Web, mais c'est sur l'app Zenbus. Quoi qu'il en soit, la tendance est la même sur les autres. Vous voyez que les usages augmentent de manière assez régulière, conséquente. Dans l'absolu, ça on ne le voit pas trop, mais au niveau de la taille du réseau, on a un taux de pénétration très élevé. Et je le sais, parce qu'on est en étroit lien avec le réseau, qui est notre client, on a une corrélation directe entre les usages et la fréquentation des bus. Je précise aussi que, Gabriel l'évoquait, la logique de désintermédiation, c'est sûr que quand les usages se font via Google, on n'a pas les données d'usage quand on a une collectivité. Or là, quand ça se fait via Zenbus, ça nous permet de partager librement ces rapports avec l'autorité organisatrice qui peut par exemple voir quels sont les arrêts ou les lignes qui intéressent le plus les voyageurs. Et puis, élément important, c'est qu'on sonde nos utilisateurs, donc on les sonde à Granville, mais on les sonde sur tous nos réseaux. Donc on a fait un sondage récemment, on a eu un peu plus de 3000 répondants, et il y a un indice qui se dégage de, comment l'appeler, perception de report modal, c'est-à-dire des voyageurs qui nous disent « oui, Zenbus est une information précise telle que vous la diffusez, m'aide à prendre davantage le bus », ce qui est évidemment un enjeu clé. Voilà, j'en ai fini. Je terminerai peut-être juste en disant, vous l'avez compris, la donnée, je considère vraiment que c'est au cœur des enjeux de performance, d'attractivité et de masse, et la crise sanitaire que nous connaissons met à très rude épreuve les acteurs du transport collectif. Donc il y a besoin de se réinventer, même Guillaume en parlait, les modèles économiques sont mis à mal. Donc la donnée est particulièrement cruciale au moment où on se parle. Merci beaucoup. Donc, deuxième exemple, effectivement, deuxième cas pratique où on voit là aussi tout à fait l'utilité pour les opérateurs et avec le focus qui est très intéressant de montrer que ce sont des outils pour également des petits opérateurs. Donc, on peut être dans un petit endroit avec un opérateur pas aussi gros que ceux qu'on connaît et avoir quand même des informations extrêmement précises sur les systèmes quand on est du côté de l'utilisateur et extrêmement précise pour programmer son service quand on est du côté de l'opérateur. Donc, merci beaucoup.